Bienvenue donc dans ce webinaire dédié à l'implantation en Allemagne. Donc, il est organisé par deux French Tech, French Tech Pays Basque et French Tech Berlin. Donc, d'avance, merci à French Tech Berlin pour la co-organisation et nous avoir aidés. Et donc, nous allons animer à deux ce webinaire avec donc Stéphanie Schnitzer, qui est juste à côté de moi. Et donc, voilà, mais c'est parti. Let's go. Donc, en une slide, on va vous présenter nos deux écosystèmes et ensuite, on va vraiment démarrer sur les questions dédiées à l'implantation. Donc, je représente la French Tech Pays Basque en tant que community lead et mon président, malheureusement, n'est pas disponible puisqu'il est sur un autre événement au même moment avec le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc, la French Tech Pays Basque, pour vous dire un peu qui organise, donc nous sommes une communauté qui a été labellisée en 2020. Et donc, nous avons, suite à cette labellisation, créé une association. Le champ d'action de cette asso, c'est vraiment l'innovation, toute filière confondue, et que cette innovation soit technologique ou non technologique. Donc, les innovations de process, d'organisation peuvent aussi être intégrées. Il n'y a pas que de la tech, même s'il y a beaucoup, beaucoup de tech, évidemment. Nous avons donc, après 2 ans de création, 140 adhérents, 2 types d'adhérents, des entreprises innovantes et des adhérents de l'écosystème, que sont des partenaires de l'innovation, comme des avocats, des comptables, des agences de conseil, mais également des structures de formation et des structures d'accompagnement, comme les incubateurs, les accélérateurs. L'idée, c'est vraiment de créer un écosystème dédié à l'innovation et voilà, de fédérer tous ces acteurs autour de l'innovation. On a presque 6000 followers, donc je vous invite tous après à liker notre page LinkedIn, ce qui nous permet voilà, d'avoir une bonne aura sur notre territoire et du coup même au-delà, puisqu'on est à l'équivalent du nombre de followers d'une agglomération comme celle du Pays Basque. Alors, les thématiques que l'on traite dans notre asso, ce sont l'innovation for good, donc tout ce qui est transition écologique, l'attractivité des talents, puisque, comme vous le savez, toutes les startups sont à un moment donné confrontées, après avoir levé des fonds, à ce besoin de recruter très vite et très bien, bien sûr. Et donc, du coup, on travaille sur cette thématique et notamment donc en octobre, on a un très bel event qui va être dédié à sensibiliser 500 lycéens du Pays Basque au métier de l'innovation. Alors, évidemment, la troisième thématique, c'est l'international. Donc, l'international, c'est vraiment un pilier dans notre asso. On s'est dit qu'on avait de la chance d'avoir un très beau réseau avec la French Tech. Et donc, du coup, on a créé des webinaires et avec une série Mon Innovation et l'International, donc avec French Tech Singapour, Tokyo, Sydney et Berlin aujourd'hui. Donc, on continue et on a fait un événement en présentiel dédié au Pays Basque espagnol qui est vraiment transfrontalier au Pays Basque français. Et donc, ça, c'était la semaine dernière et c'était canon. Donc, voilà, merci à tous du coup pour être arrivés et vous continuez à vous connecter. Très bonne réunion et du coup, je passe la main à mon homologue donc, de French Tech Berlin, Raphaël Thomas, qui va vous présenter l'écosystème berlinois. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Stéphanie, merci Néla pour la merveilleuse préparation de cet événement. On est très content d'être invité de faire ça avec vous. Moi, je représente la French Tech Berlin. Je travaille pour la French Tech Berlin depuis 1 an. Je suis en même temps avocat pour des startups à Berlin depuis 13 ans. La French Tech Berlin, on est 12 board members, des entrepreneurs, des investisseurs, des avocats et des start-upers surtout. On fait plein d'événements en ligne et offline aussi. Vous trouvez les infos sur les événements qui viennent sur notre site web et aussi notre page LinkedIn. Nous, on n'a même pas 1500 followers, je crois. Il faut que vous followez, vous abonnez à notre site aussi. Alors, les derniers événements qu'on a fait, c'était sur la femelle entrepreneurship, talent search, une boîte outils légale, mobilité partagée, financement health tech. Et le prochain événement sera le 18 octobre. On a commencé une série de French Tech Berlin Community Frühstück ou Breakfast
Le premier va avoir lieu dans les locaux de Delivery Hero, la plus grande start-up de livraison en Allemagne, ou à l'international aussi, très grande, mais créée à Berlin il y a 10 ans. Et on a un grand événement à venir début décembre à l'ambassade française de Berlin, qui va être dans le cadre de Scale Up Europe 2030. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette présentation. Hop. Et donc, on va passer la main tout de suite à Pauline Gauthier. Donc, avant de passer la main à Pauline, on va vous laisser la parole à tous pour vous présenter. Et avant, donc je remercie aussi Stéphanie qui nous a aidés dans la préparation de ce webinaire et puis qui est une adhérente de la French Tech Pays Basque depuis ses débuts. Donc, Stéphanie, tu veux te présenter aussi rapidement? Oui, je peux me présenter. Bonjour, ravie d'être avec vous là aujourd'hui. Je suis donc partenaire de la French Tech. J'accompagne les entreprises dans le domaine du branding, mais aussi du marketing international. Et je suis accessoirement allemande, donc du coup, c'est pour ça que Nila a fait appel à moi pour ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet avec le début de ce webinaire. Alors, les grandes questions qu'on va se poser, et notamment, donc, on va commencer avec Pauline, ce sont quels sont les marchés porteurs, quelles sont les spécificités du marché allemand quand on est une start-up, qu'est-ce qui est à considérer? Et ensuite, on va passer la main à deux entrepreneurs qui vont se présenter, Alexis et Sophie, pour voir un petit peu quel a été leur retour d'expérience, quels sont les avantages et les leviers qu'ils ont identifiés et les barrières auxquelles ils se sont peut-être confrontés. Et puis, avec Thomas, on va aborder les différences juridiques. Et puis ensuite, on terminera également avec Pauline sur les aides à l'implantation, le support de Business France. Donc, je vous laisse un à un vous présenter. On peut suivre la slide, du coup, ça sera assez logique. Donc, Alexis, je te laisse te présenter, réactiver le micro. C'est fait. Écoute, merci. Donc, moi, Alexis, français, et après avoir habité dans plein d'endroits exotiques comme Sydney, Bangkok, Jakarta, Singapour, j'ai fini par atterrir à Berlin, c'était il y a 12 ans. Ici, je lançais plusieurs startups, certaines avec succès, d'autres moins. Et j'ai rejoint, c'était il y a 9 ans, Babel, donc là, d'apprentissage des langues en ligne. J'étais le premier non-allemand dans ce qu'ils appellent management board ici. Et je me suis occupé de monter toute la structure internationale, donc les country managers France, Espagne, Italie, Angleterre. Je suis allé ouvrir le bureau à New York. J'ai aussi travaillé pendant près de 3 ans comme venture partner pour le fonds VID. Donc, c'est le fonds de Mobivia. Mobivia, c'est Noroto Midas, pour parler en marque connue en France, où je m'occupais des investissements sur la zone germanophone et des Nordiques. Donc, j'ai aussi ce côté VC, sachant que dans ma vie antérieure, j'ai fait pas de la banque d'affaires, mais beaucoup de fusion-acquisition et d'investissement. Et là, depuis ça fait 2-3 ans maintenant, je suis le CEO de Voxalize. On fait de podcast analytics et on a une petite startup. On a levé 1,5 million, on est un peu moins d'une dizaine de personnes. Et la startup classique en phase de seed avec une grosse accélération et des problématiques à l'appel. Donc voilà. J'enchaîne. Ouais. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Sophie, je suis franco-allemande, née en France de père allemand. Et j'ai un parcours assez classique d'école de commerce avec une majeure d'entrepreneuriat. Je suis d'une famille d'entrepreneurs. Assez tôt, je savais déjà que je voulais aller dans cette direction. Et avant de me lancer, j'ai fait un peu de conseil. Ensuite, j'ai fait partie des premiers employés de Doctolib en France. Donc j'ai rejoint, c'était 1 an après leur lancement en France. Ils étaient qu'en France d'ailleurs à cette époque, avec l'ambition de participer à l'internationalisation, parce qui était déjà qui faisait partie des réflexions vu la croissance qu'on avait déjà en France. Et voilà, ma mission principale avait été du coup d'accompagner tout ce lancement de Doctolib en Allemagne. Et en fait, depuis, j'ai jamais quitté parce que pour plusieurs raisons, pour des raisons professionnelles, mais aussi personnelles, où je me suis aussi engagée personnellement avec une personne là en Allemagne. Donc, je vis à Berlin depuis maintenant 7 ans. J'ai vécu dans d'autres villes d'Allemagne dans le cadre du lancement de Doctolib pour monter les équipes de vente dans les différentes régions. Mais maintenant, bien installée là-bas. Et voilà, au bout de 7 ans chez Doctolib, j'avais envie de voir un autre modèle, de voir toujours dans le B2B, mais un autre écosystème, un autre business. Et c'est un peu
je suis tombée sur PlayPlay un peu par mon réseau par les investisseurs. On les utilisait aussi chez Doctolib. Et en fait, voilà, j'ai rejoint PlayPlay en tant que General Manager de la région DACH, donc Allemagne, Autriche, Suisse, en février. Et donc là, la mission, c'est vraiment de lancer PlayPlay dans cette région et de scaler l'équipe et le business là-bas. Voilà. Top, merci beaucoup. Pauline. Bonjour Néla, bonjour Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Donc, ravie de pouvoir intervenir dans ce webinaire. Donc, à titre personnel, donc, je travaille chez Business France. Je suis issue d'un parcours franco-allemand entre Lyon, Tübingen et Hambourg, entre ma licence en mathématiques appliquées et puis ensuite en master en commerce extérieur. Donc, j'ai commencé l'aventure chez Business France d'abord à Singapour, dans le secteur des industries et des clean tech, puis ensuite en Allemagne, il y a un peu moins de 2 ans et demi, plutôt là, donc, dans le secteur de la tech. Donc, concrètement, tous les jours, j'accompagne des entreprises françaises dans le secteur du e-commerce, des nouvelles technologies digitales de travail et des télécommunications qui souhaitent se développer en Allemagne. On en parlera tout à l'heure, mais voilà, donc tant sur la conquête du marché par de nouveaux clients que l'implantation. Et puis ensuite, voilà, pourquoi l'Allemagne? De par ma famille, d'abord, avec une très forte ADN allemande, et puis par l'amour du pays, et puis c'est sa culture des affaires locales qui se différencie beaucoup de la culture française en Allemagne. Voilà pour moi. Top, super, merci beaucoup. Raphaël. Une deuxième fois. Alors, oui, ma casquette avocat, moi j'ai créé le cabinet Startup Lawyers en 2009 à Berlin. On a accompagné beaucoup de startups internationales, mais surtout françaises, qui se plantent partout en Allemagne, surtout à Berlin. Comme nous, on est basé à Berlin. On est une équipe de 10 avocats, dont plusieurs parlent le français aussi. Moi, je ne suis pas français, je suis allemand, mais je vis depuis longtemps entre Paris et Berlin. Là, je suis à Paris aujourd'hui. La semaine prochaine, je fais une semaine Berlin, une semaine Paris. Oui, pour plusieurs raisons. Hier, j'ai fait la journée France digitale à Paris. 2 jours avant, on était tous avec Sophie et Pauline aussi sur la Bits & Bretzels, une start-up la plus grande au sud de l'Allemagne, à Munich, à l'occasion du Oktoberfest. Oui, et ravi de faire ce webinaire aujourd'hui avec vous, aussi au nom de la French Tech Berlin. On est très content de vous accompagner quand vous avez l'idée de vous implanter à Berlin. Vous êtes bienvenus. Wow, super, merci beaucoup. Parfait, merci. On va peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une petite vue de l'ensemble de Pauline. Est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte économique et aussi des tendances et du potentiel du marché? Complètement. Alors, pour la petite présentation, donc, comme vous le savez, donc, je suis membre de l'équipe Business France en Allemagne. Nous sommes basés à Düsseldorf et nous couvrons en fait la totalité du territoire en Allemagne depuis Düsseldorf. Alors Düsseldorf, donc j'ai mis une petite flèche sur la carte pour vous montrer où est-ce que c'est en Allemagne. C'est dans la région de la Rhénanie du Nord-Westphalie, qui est située à la frontière avec la Belgique et les Pays-Bas. C'est la région la plus peuplée d'Allemagne, avec environ 18 millions de personnes parmi les 16 régions d'Allemagne, appelées aussi Länder, dans les Bundesländer, et qui compte une population totale de 83 millions d'habitants. Alors, slide suivant. Donc, la présentation d'aujourd'hui que je vais vous présenter dans les quelques minutes à venir. Donc, on va parler du contexte économique global en Allemagne. Je vais vous présenter aussi de manière générale l'Allemagne, les stratégies d'attractivité, la population qui est inégalement répartie et qui a à prendre en compte lorsque vous vous implantez en Allemagne. On parlera du contexte local en Allemagne, des bonnes pratiques des affaires, et puis ensuite, on finira sur les secteurs porteurs.
Alors, donc faisons un tour sur le contexte économique de cette année. Donc en fait, comme en France, au début de l'année 2022, l'Allemagne a dû faire face à des retombées au Covid 2019. Et puis bien sûr, ça a eu un impact très fort sur l'économie et l'industrie. Il faut aussi prendre en compte que le nouveau chancelier qui a succédé à Angela Merkel en décembre 2021 a connu en fait cette crise de la pandémie qui est arrivée. Donc, c'était pas forcément facile pour lui. Et puis ensuite, sur le troisième point, donc sur cette partie politique, l'Allemagne donc, a connu un vrai tournant avec l'élection d'Olaf Scholz, qui est pas du même parti qu'Angela Merkel et qui doit faire face, bien entendu, au conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui impacte fortement l'Allemagne dans sa politique énergétique et industrielle. Voilà pour le contexte économique et politique rapide. Alors, concernant la présentation générale de l'Allemagne, donc l'Allemagne est depuis plus de 10 ans la 4e puissance économique mondiale derrière les États-Unis, la Chine et le Japon. C'est l'une des économies les plus attractives au monde et est fondée sur le principe de la libre concurrence. Donc, le principe de la libre concurrence est fondé sur 4 principes. Le premier, les spécificités. La première spécificité, c'est une industrie manufacturière qui est stable depuis plus de 20 ans. Le deuxième point, c'est les entreprises allemandes sont extrêmement internationalisées, ce qui représente 47,4% du PIB allemand. C'est très, très important. Ensuite, le troisième point, c'est la densité du tissu d'entreprise ETI, aussi appelé Mittelstand. Je pense que vous êtes tous familiers avec ce terme. Donc, ce sont des entreprises qui ont en moyenne 250 salariés, entreprises qui sont innovantes, exportatrices et familiales. Pour vous donner un aperçu, en Allemagne, 99% des entreprises sont issues du Mittelstand, ce qui est vraiment un spectre très important. Et puis ensuite, last but not least, la 4e spécificité du principe de la libre concurrence, c'est le principe de la décentralisation de l'Allemagne. Donc décentralisation, qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là? Décentralisation d'une part économique et ensuite décentralisation sociale de la population. Donc, sur la prochaine slide, nous allons parler de la décentralisation économique de l'Allemagne. Alors, toutes les activités, contrairement aux activités en France, ça ne se passe pas à Berlin. Donc, on voit vraiment cette fissure entre l'ancienne Allemagne de l'Est et l'ancienne Allemagne de l'Ouest, où en fait, toutes les activités économiques, ou du moins la plupart, se regroupent sur le côté ouest. Donc, on voit sur le graphique de droite que la région de la Rhénanie du Nord-Westphalie, donc Nordrhein-Westfalen, représente la majorité du PIB en Allemagne, suivi par la région de Bavière et ensuite de Bade-Württemberg. Voilà pour ça. Ensuite, sur la slide juste après, donc on a vu cette décentralisation économique, mais bien sûr, avec cette décentralisation économique, il y a aussi une population qui est inégalement répartie sur le territoire. La population est très dense, donc c'est 83 millions d'habitants. Elle est vieillissante avec 1,54 enfants par femme, inégalement répartis sur le territoire en fonction des différents secteurs d'activité. Donc on voit aussi une très forte densité à Berlin, donc avec 3,7 millions d'habitants habitant à Berlin, ensuite suivi par Hambourg avec 1,8 million d'habitants, puis ensuite suivi par Munich, 1,5 million d'habitants et Cologne. Ces 4 villes-là, en France, ça n'existe pas. À part Paris, qui compte 1,1 million d'habitants, il n'y a aucune ville en France qui regroupe autant de personnes sur un même territoire, ce qui peut représenter une attractivité et des opportunités de marché très, très fortes. Alors,
On parle donc de décentralisation, de population inégalement répartie sur l'Allemagne. Ici, donc, je vous ai listé en fait les différentes stratégies d'attractivité en Allemagne. Là où la France essaie un peu de suivre ce même modèle, chaque Bundesland en Allemagne est réparti par rapport à différents secteurs d'activité. Donc, par exemple, en Rhénanie du Nord-Westphalie, ici dans la région de Düsseldorf, vous avez vu sur la carte tout à l'heure. Donc, les activités ici qui sont regroupées, donc c'est tout ce qui est sous-traitance, mécanique, chimie, les technologies et les services. Par exemple, pour la région de Munich et de Stuttgart, il y a beaucoup de concentration d'entreprises dans la tech, dans la sous-traitance, dans l'aéronautique, les biotech et l'automobile, avec des acteurs, par exemple, donc BMW, Opel, que tout le monde connaît dans le secteur automobile. Ils sont basés donc vraiment dans le sud de l'Allemagne. À Francfort, donc c'est très connu pour des très forts acteurs de la finance, avec la Deutsche Bank, la Commerzbank, où il y a vraiment tous les sièges sociaux des entreprises de la finance qui sont basés là-bas. Et bien sûr, ça représente une opportunité pour les entreprises de la finance à s'installer à Francfort, à Hambourg, grâce à son port, grâce aux sièges sociaux des entreprises dans les médias comme Der Spiegel, et l'aéronautique avec le siège social d'Airbus. Voilà pour ça. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin de ce webinaire. Prochaine slide. Donc, on va parler rapidement des bonnes pratiques. Je pense que ça va vous donner le sourire. Donc, il y a 6 points que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Le premier point, c'est lorsque vous avez donc les bonnes pratiques de la culture d'affaires en Allemagne. Lorsque vous avez des rendez-vous avec des entreprises, ayez un agenda et suivez l'agenda. Soyez organisé, prenez des notes et vraiment essayez d'avoir cette mentalité allemande d'être carré dans vos échanges et de suivre vraiment ces relations. En Allemagne, soyez à l'heure. Lorsqu'on vous dit 1 heure, par exemple, le rendez-vous commence à 10 heures, vous n'allez pas, c'est très mal vu d'arriver pile à 10 heures à la réunion. Il faut anticiper et arriver 5 à 10 minutes avant, que ce soit un rendez-vous en digital ou en présentiel. Au Pays Basque, c'est le quart d'heure bâillonné au digital. C'est la même. Ouais, il faut bien faire attention au timing et je pense que Sophie et Alexis pourront aussi en témoigner. En Allemagne, alors comme on dit ici, English is good, Deutsch is besser. Si vous voulez vraiment vous développer en Allemagne, il faut parler la langue. À Berlin, donc je dirais que c'est la seule ville en Allemagne où on peut parler anglais, mais vraiment, si vous voulez vous développer outre-Rhin, il faut avoir du personnel germanophone. N'hésitez pas à montrer vos cas d'études pour convaincre vos potentiels partenaires. L'utilisation du cash est très, très importante en Allemagne. Bon, avec la crise du Covid, ça commence un peu à aller mieux, mais voilà, ayez du cash sur vous. Et le 6e point dans ces bonnes pratiques des affaires, c'est faites attention à la RGPD. Alors certes, on a un niveau RGPD en France qui est, je dirais, au niveau européen, mais en Allemagne, on a la DSGVO. Et en fait, donc c'est une sorte de 2e levier, enfin de 2e niveau en Allemagne de RGPD où il faut faire très très attention avec la collecte, la protection et l'analyse des données. Voilà pour ça. Donc maintenant, nous allons passer à un rapide screening du potentiel du marché allemand selon 4 secteurs. Donc les secteurs tech et services, où j'ai mis en fait voilà, les principaux points à avoir en tête sur les secteurs porteurs. Donc, le premier secteur, c'est le secteur du e-commerce qui est en pleine expansion. Donc Alexis, tout à l'heure, parlait de Delivery Hero. C'est l'un des principaux acteurs dans le e-commerce, quick commerce, avec un chiffre d'affaires de 87 milliards d'euros réalisé en 2021.
Donc voilà, c'est un secteur en pleine croissance. Bien entendu, il y a le secteur de la fintech et des nouveaux moyens de paiement. On parlait de digitalisation des paiements, mais voilà, donc c'est un secteur qui connaît de très grandes innovations. Le troisième secteur, donc on cite les télécommunications, donc les applications 5G avec le développement de la fibre. Le plus gros acteur du développement de la fibre, c'est Deutsche Telekom, c'est l'équivalent de Bouygues en France, qui ont un projet d'ici 2025 pour agrandir tout le réseau de la fibre optique en Allemagne. Et ensuite, le quatrième secteur dans la tech et les services, c'est le logiciel, le cloud et les applications de sécurité, notamment avec la cybersécurité, qui est en très forte demande en Allemagne suite aux différentes failles qui ont été communiquées dans la presse. Le deuxième secteur, donc l'industrie et la clean tech, donc on mentionne 4 principaux secteurs, donc qui sont le secteur de l'automobile avec 387 milliards d'euros réalisés donc environ chaque année. Donc les principaux acteurs du marché, ensuite BMW, Audi, Daimler, Porsche, Volkswagen, Bosch, Continental, ZV. C'est vraiment des acteurs qui parlent, je pense, à tout le monde. Il y a bien sûr le secteur de l'aéronautique et du spatial avec Airbus qui a un très fort impact dans ce secteur-là. L'industrie du futur avec 228,4 milliards d'euros réalisés en 2021, et puis ensuite les transports ferroviaires et urbains avec 12 milliards d'euros. Et voilà, donc je vous ai mis quelques faits intéressants sur chaque secteur d'activité d'entre vous. Troisième secteur, donc le secteur art de vivre et santé. Les quatre différents sous-secteurs à noter, donc c'est la mode, les cosmétiques, la santé et ensuite le sport. Ces 4 secteurs qui sont également en pleine expansion, qui sont aussi reliés à tout ce qui est e-commerce, où il y a beaucoup de technologies qui sont vendues dans le secteur de la mode et des cosmétiques. Et puis ensuite, bien sûr, la santé avec la crise du Covid, ça a pris une très grosse ampleur en Allemagne. Et puis ensuite, last but not least, le secteur agrotech, donc surtout dans les secteurs de la distribution alimentaire et de l'industrie alimentaire. Donc la distribution alimentaire qui a réalisé un chiffre d'affaires de 370 milliards d'euros en 2021. Concernant les leaders du marché, on peut citer DK, Rewe, Schwarz, Aldi, qui détiennent plus de 75% des parts du marché de la distribution alimentaire. Alors Auchan, Carrefour, c'est pas des marchés pour eux qui marchent parce que donc ces acteurs sont vraiment les plus gros et prennent une très forte part de marché. Et puis ensuite, bien sûr, l'industrie alimentaire avec l'industrie de la viande qui est très forte en Allemagne, suivant les habitudes de consommation. Voilà pour mon secteur. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre dans la session de Q&A de ce webinaire. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Pauline, pour cet éclairage. Donc, c'était la seule partie où on a le droit à des slides. Donc, c'était Pauline et qui nous a donné donc un bon éclairage du marché allemand. Vous pouvez en effet poser des questions aussi par le chat. Je regarderai du coup à la fin. Donc, n'attendez pas la fin, mettez-les dans le chat et puis comme ça, à la fin, on pourra les soulever. Donc, on va passer maintenant au vif du sujet, à la table ronde. Et donc des questions qui vont être posées par Stéphanie sur différents sujets. Vas-y Stéphanie, je te laisse la main. Merci. Oui, donc nous avons décidé de commencer cette table ronde justement avec un peu la première phase qu'on entame quand on a envie de développer un marché spécifique. Donc, c'est toute la phase d'étude de marché, regarder c'est quoi le market fit, est-ce que mon produit, est-ce que mon offre doit être adaptée ou non. Est-ce que Sophie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, parce que c'est déjà la deuxième fois que tu es confrontée à ces sujets, si je me souviens bien.
Oui, je peux le faire, bien sûr, avec plaisir. Alors, ça dépend. Moi, j'ai été dans deux cas différents. Je vais parler de Play. Quand j'ai rejoint, en fait, c'était assez clair qu'il y avait cette envie de développer le marché allemand. Comment elle est venue, cette idée claire? C'est que, en fait, depuis la France, il y avait déjà eu un peu de tests de fait. D'une part, l'équipe avait recruté une personne dans un rôle de BDR, donc c'est une personne qui faisait de l'acquisition allemande et qui en fait a testé un petit peu le marché pour voir si on avait de l'attraction, si Play, voilà, élever de l'intérêt en Allemagne et aussi si est-ce que on pouvait closer des deals déjà depuis la France. Et ça a été le cas. En plus de ça, Play, c'est un business model qui est très scalable et très international. Play est déjà présent dans 30 pays parce qu'en fait, on travaille avec des groupes internationaux et ces groupes ont des filiales dans des pays. Et du coup, en fait, par une stratégie de land and expand dans les comptes et dans les groupes, en fait, on a acquis des users dans des pays. Et certains de ces pays étaient les pays de la région d'Ar. Donc là aussi, on a pu voir qu'on avait des utilisateurs, sans même avoir un produit allemand, une équipe allemande, des utilisateurs dans les pays qui utilisaient Play dans sa version anglaise. Donc voilà, et après, il y a eu un petit peu le hasard qui a fait que aussi, moi, j'ai rencontré Thibaut, le fondateur, et que voilà, toutes les étoiles se sont mises ensemble, et ça a été décidé, du coup, par mon arrivée, de lancer au moment de mon arrivée. Au début, il y avait un peu cette question de est-ce qu'on lance les UK ou est-ce qu'on lance... Ce qui était sûr, c'est qu'on lançait les US, ça, c'était clair. Mais après, on voulait aussi expandre en Europe, et c'était soit les UK, soit DAR. C'était pas encore très clair. Et en fait, vu qu'on s'est rencontrés, ça a du coup accéléré la décision de commencer par la région d'Ar. Et après, il y a, bien sûr, pourquoi on décide de s'internationaliser, c'est parce que c'est des leviers de croissance pour la boîte en termes de revenus et qu'on regarde les marchés où il y a du potentiel. Et donc, il y a bien sûr eu une première petite étude de marché qui avait été faite pour voir le potentiel en termes de marché en Europe, où est-ce qu'il fallait qu'on priorise. Et bien sûr, l'Allemagne et la région d'Ar, en fait, fait partie des régions les plus intéressantes en Europe. C'est un marché qui est aussi, voire plus grand que la France. Donc, c'était assez clair. Et les US, j'en parle même pas, parce que les US, c'est 20 fois la taille de la France. Donc, voilà. Donc c'était encore plus clair très vite pour toute boîte B2B SaaS ambitieuse. Si c'est aussi scalable, on essaie d'ouvrir les US assez rapidement, si possible. Ok, d'accord. Et cette étude, il me semble que vous ne l'avez pas fait en interne. Vous avez fait appel à un cabinet externe pour Alors vous. non, au début, on a fait tout en interne. Avant que j'arrive, tout était en interne. Et après, moi, je suis arrivée. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, moi, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de compréhension de ce marché. Déjà, pour plusieurs raisons. Je ne viens pas du milieu de la communication et des médias. À l'inverse de la personne qui a lancé les US, qui est un des fondateurs et qui a tout l'historique de la boîte, etc. Je pense que si on peut envoyer un fondateur dans une ouverture de pays, un autre gros pays, type les US, c'est leur recommandation, selon moi, c'est quand même de le faire. C'est ce qu'on a fait pour les US, ça permet de gagner pas mal de temps. Moi, il fallait que je m'onboard, il fallait que je comprenne Play, leur playbook, le milieu, pas mal de choses aussi à mettre en place pour monter une structure en Allemagne, sur la partie légale, etc. Il y avait pas mal de choses, le recrutement qui est une de mes priorités. Pas mal d'avoir un plan, une vision, voilà. Et puis surtout aussi être au contact des clients, des prospects. Donc en fait, faire une étude de marché, j'aurais pu le faire, mais je pouvais pas tout faire. Donc à un moment donné, j'ai dit, moi j'aimerais bien avoir plus d'insight, j'aimerais bien qu'on puisse plutôt savoir dans quelle direction aller, comment prioriser notre entrée dans le marché, sur quel type de compte, voilà, quelle doit être la stratégie d'entrée. Et pour ça, plutôt que de faire ça complètement toute seule, j'ai été taper à la porte un peu de mon réseau. Et donc, j'ai travaillé avec un cabinet, en effet, qui a travaillé avec moi pour faire une étude de marché et apporter les premières recommandations d'entrée sur le marché. Ouais, super. Et au niveau de l'adaptation produit, est-ce que vous aviez besoin d'adapter le produit au marché ou est-ce que c'était pas forcément nécessaire parce que ça a matché comme ça?
Alors, c'est la question qu'on s'est posée tout de suite. Moi, comme ça, de première vue, quand j'ai vu PlayPlay, que c'était déjà si scalable à l'international, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de gros enjeux de produits. Parce que les équipes marketing, de communication dans des gros groupes en Allemagne, il n'y a pas de raison. Ils utilisent tous les mêmes réseaux sociaux de communication qui sont LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Enfin, c'est un peu la même chose. Ou alors en interne, c'est des intranets. Donc, c'est assez classique. C'est un peu. Donc, il n'y avait pas de raison, moi, que je voyais où il y aurait des grosses différences produits. La seule chose que je voyais qui me semblait être important, c'était de localiser, d'avoir un produit allemand parce que, bon, même si la plupart dans ces équipes peuvent parler anglais, souvent on est plus à l'aise quand même dans sa langue. Et donc, du coup, avoir un service en allemand, de pouvoir avoir un produit en allemand, des FAQ en allemand, bah, c'est quand même un plus de confort qu'on apporte. Donc, moi, je voyais surtout ça et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, en fait, on confirme bien qu'il n'y a pas de gros gap produits et qu'on n'a pas des choses pour l'instant à changer. Mais ça, c'est PlayPlay. Doctolib, c'était une autre histoire. Doctolib, on est confronté à un autre secteur, qui est le secteur de la santé, qui est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus régulé. Et en fait, quand on est arrivé en Allemagne, on s'est dit, OK, on va copier-coller, mais en fait, ça n'a pas été copier-coller comme ça. On a découvert par le terrain qu'il allait falloir adapter pas mal de choses, des nouvelles features. Mais du coup, on a développé pas mal de choses, des choses spécifiques à l'Allemagne, mais des choses qui ont aussi apporté beaucoup aux produits français et qui vont permettre aussi d'avancer sur des fonctionnalités plus avancées. Mais c'est vrai que là-dessus, on avait des vrais bloqueurs. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu croître en Allemagne si on n'avait pas adapté le produit rapidement sur des features un peu clés. Ok, d'accord, et très intéressant parce que aussi le fait que parfois on fait des adaptations pour un marché spécifique et en fait ça sert au produit en général. C'est pas uniquement une dépense qu'on fait pour s'adapter au marché, mais c'est quelque chose qui Après, quand on est dans la vision d'une boîte globale qui veut scaler à l'international, l'idéal, c'est quand même de pouvoir avoir un produit qui puisse facilement être utilisé dans tous les pays et qui n'ait pas les adaptations à faire pour chaque pays, parce que ça apporte beaucoup de complexité, beaucoup plus d'adaptation. C'est moins scalable du coup. Et aujourd'hui, Doctolib est dans 3 pays. Où PlayPlay, en moins de temps, est déjà dans 30 pays. On a ouvert les US. Voilà, donc ça va plus vite. C'est un autre modèle. C'est une autre mission aussi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Bon, super. Alexis, est-ce que tu peux peut-être parler aussi un peu des spécificités locales qu'il faut prendre en considération dans cette étape Oui, de bien la sûr. recherche du market fit? Alors, pour rebondir sur ce que disait Sophie, moi, je regarde la chose d'une manière un peu différente. Je regarde surtout quels sont mes clients, quels sont mes clients potentiels en Allemagne. Je suis en B2C, je vends des startups, je vends des SMB, je vends des docteurs, je vends ce qu'on appelle des enterprise clients. Et très clairement, faire du B2C ou vendre à des startups en anglais, à peine localisé, ça va passer. Par contre, derrière, il va falloir, si on veut monter un peu et aller chercher les Siemens, les Volkswagen et tous ces dinosaures, tous ces mammouths de ce monde, là, il va falloir vraiment localiser. Et là, c'est pénible. Et c'est des anecdotes par centaines. Mais les Allemands, ils arrivent sur un site. Première chose qu'ils font, c'est qu'ils regardent l'impressum. L'impressum, ça dit quelle est la structure légale, qui est le patron, qui a le droit de signer, qui est responsable. Vous ne le voyez jamais sur un site web, vous n'arrivez même pas à connaître des fois le nom de la boîte. En Allemagne, c'est important. Et le trafic qu'il y a sur des pages comme Impressum, c'est hallucinant. Les Allemands, il faut être sérieux. Ils veulent savoir à qui je parle, qui est responsable. Les TNCs, en allemand, une galère. Et vraiment, en fonction de ces clients, il va falloir s'adapter. C'est vraiment la règle. Il y a des fois, on peut prendre des raccourcis, mais si vous voulez aller travailler avec Siemens, ce n'est pas en anglais, je mets la carte bleue pour m'abonner à mon SaaS. Ça ne va pas se passer comme ça. Il va falloir faire, comme Pauline disait, des case studies, du show, don't tell. Il va falloir voir tout en allemand, il va falloir apparaître comme allemand, sérieux. Et les Allemands ne payent pas ni par chèque, ni par carte bleue, ils payent énormément par facture, avec tout le bonheur que ça engendre d'un point de vue comptabilité et autres derrière. Donc, en fonction de vos clients, vous pouvez y aller facile ou pas. Et si vous êtes sur des startups BNC, allez-y, c'est facile, commencez, il n'y a pas grand-chose ça ne coûte pas grand-chose. Si vous voulez monter un peu de niveau d'average contact value, enfin de valeur de moyenne de contrat,
les efforts vont aller de manière exponentielle. Ouais, effectivement. Ouais. Ok, bah merci beaucoup. Pour avancer un peu, donc une fois que vous êtes sûr que vous avez envie d'aller sur le marché, quel niveau de maturité faut-il attendre pour justement passer de tout faire à distance à l'implantation d'une filiale? Est-ce que tu peux nous parler de ça, Sophie? Tu l'as abordé rapidement un peu tout à l'heure. Oui, alors, bon, je pense qu'il y a plusieurs, cas et qu'il n'y a pas une règle, mais, je pense que, voilà, c'est de valider que, on a un product market fit, qu'on arrive à générer, du revenu, que, voilà, que ça fonctionne, qu'il y ait de l'attraction. Voilà, c'est des premiers signaux qui nous ont montré, qu'il n'y avait pas de barrière, par exemple, la concurrence, on a regardé, voilà, on a déjà testé pas mal de choses depuis Paris et ensuite, parce qu'on a pu le faire, là où Doctolib, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait être en Allemagne parce que c'était beaucoup de porte-à-porte, aller voir les médecins en direct. On ne peut pas les joindre de la même manière. Ce n'est pas du tout le même playbook sales et marketing que PlayPlay. Donc, on a la chance avec PlayPlay, c'est qu'on pouvait faire beaucoup de choses à distance. Et après, c'est s'assurer que, voilà, enfin, on est déjà, on a les ressources en fait pour s'internationaliser, on a les ressources financières, on va pouvoir recruter un minimum pour pouvoir développer et aller sur développer un peu le marché et vraiment valider notre product market fit, tester nos playbooks existants. Il n'y a pas de raison de créer des playbooks complètement nouveaux, mais plutôt de les prendre et de les adapter au système allemand, au fonctionnement de process de décision en Allemagne des grandes entreprises, etc. Donc, c'était plus on prend, pour le marketing, c'est pareil. On a repris le playbook marketing qui a marché en France et on l'a testé. Et voilà, on valide plein de choses et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de la même manière qu'en France. C'est la chance qu'on a avec PlayPlay et des choses qu'on va tester, qu'on va faire en plus. Voilà. Donc, voilà, c'est déjà arrivé à un niveau de maturité en France. Je pense qu'on ne s'internationalise pas tant qu'on n'est pas sûr dans son pays d'origine ou en tout cas on s'est développé que on a de la croissance, on génère la croissance, on croit, on a une structure quand même à peu près stable dans le pays, des process à peu près construits et des premiers signaux de marché positifs qui montrent que voilà, tout est au vert normalement pour pouvoir aller accélérer sur d'autres pays. Ouais. Et quel service avez-vous donc du coup localisé directement en Allemagne? Donc la partie sales, une partie marketing, une partie technique aussi? Non, alors justement, ce que je disais sur le produit, on n'a pas forcément besoin d'adaptation. Donc, nous, c'est surtout le business. Donc, ça va du marketing au people. Donc, marketing, les équipes sales, le customer success et les équipes de recrutement. Ok, d'accord, très bien. Raphaël, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce qu'il faut en fait quand on choisit donc du coup de s'implanter en Allemagne? C'est quoi le budget nécessaire pour se lancer, pour mettre en place donc toute la partie accompagnement juridique, la comptabilité, peut-être aussi pour recruter, c'est quoi les frais des headhunters? Qu'est-ce qu'il faut prévoir comme budget pour commencer, même si après, effectivement, la stratégie de développement, elle sera adaptée aux ambitions de chaque entreprise. Ouais, ça dépend, bien sûr. Si vous choisissez un cabinet comme nous, c'est pas très cher. C'est bonne qualité, les services qu'on vous propose. Non, et après, ça dépend vraiment du business model qu'on a appris de Sophie. Quand votre startup travaille dans le secteur santé, il y a beaucoup de réglementation. Et dans le secteur play, les vidéos, c'est pas aussi compliqué dans ce sens-là. Commencer avec la création d'une entreprise. En Allemagne, la plupart des startups choisissent une limited qui s'appelle GmbH ou UG en Allemagne. Et ça coûte pas très cher, ça dure pas très longtemps. Il faut aller voir le notaire, qui est différent de la France. Pour créer une filiale allemande, une GmbH ou une UG, on paye à peu près 1 000 euros, 1 500 euros, 100 euros
au notaire. Ça dépend du capital nominal de la boîte. Après, on a des coûts pareils à peu près pour un cabinet d'avocats qui prépare le pacte d'associés et s'occupe de tout ce process de créer l'entreprise allemande. Alors, on a 1 500 € pour le notaire, à peu près 1 500 € pour un avocat qui prépare les documents et 200 € pour le registre commercial pour l'enregistrement de la filiale allemande dans le registre commercial. Pour la création d'entreprise, c'est à peu près 3 000 à 4 000 € les coûts. Après, toutes les boîtes allemandes ont besoin d'un expert comptable qui coûte, ça dépend évidemment aussi des chiffres d'affaires de la boîte, mais ça commence à 300-500 € par mois pour calculer la TVA, pour rembourser mois par mois, mais aussi pour calculer les cotisations et les salaires des salariés. Et les coûts totaux de l'expert comptable dépendent des chiffres d'affaires et du nombre de salariés, évidemment. Pour la création d'entreprise, c'est ça. Pour le headhunter, je crois que c'est pareil comme en France, il charge à peu près 20% du salaire annuel du salarié en a success-based fee. Pour la création d'entreprise, les coûts qu'on a en tous les cas, c'est à peu près ça. Après, il y a ce qu'il a mentionné Alexis aussi, les terms and conditions qui doivent être adaptés à l'Allemagne, le site web avec l'impressum et tous les noms des représentants de la boîte. Je vais peut-être revenir vers ça après. Est-ce qu'il y a, si je veux créer une filiale en Allemagne, est-ce que je suis obligée, je suis obligée d'avoir un siège en Allemagne, mais est-ce qu'on est également obligé d'avoir des personnes de nationalité allemande pour créer la société? Non, on n'a pas besoin de ça. D'abord, il faut aussi très clairement dire qu'on n'a même pas besoin d'une structure juridique ou une entreprise en Allemagne pour s'implanter en Allemagne, surtout dans le marché B2C. On peut très bien commencer à vendre des marchandises, des produits sur Internet sans avoir une structure légale, une structure juridique en Allemagne. Oui, bien sûr. Et tu peux aussi embaucher, c'est important de savoir, tu peux embaucher quelqu'un en Allemagne comme partout au sein de l'Union européenne en déclarant l'entreprise française comme employeur en Allemagne. Ce sera juste à l'employé de payer ses cotisations sociales et ainsi de suite. J'ai vu beaucoup de startups de notre portfolio qui le faisaient à l'époque. Ça permet de démarrer sans avoir, pardon pour moi français, mais toutes les emmerdes d'aller chez le notaire, de signer des papiers, des tampons, de consolider. Enfin, pour les 2-3 premiers employés, s'ils ont un peu un profil d'entrepreneur, ils sont parfaits avec ça. Ça permet d'aller très vite sans se prendre la lourdeur du système administratif allemand. Ah oui, très bien. Et du coup, ils sont salariés en Allemagne ou ils sont salariés en France? Ils sont salariés en Allemagne. Okay. C'est la société française ou la société européenne qui se déclare comme employeur en Allemagne. Donc, elle a un numéro d'employeur et à partir de là, elle peut payer les employés. Et moi, j'ai vu plein de boîtes de notre ancien portfolio qui le faisaient parce que ça permet de démarrer facile. Et quand on se retrouve à voir dans 17 pays européens ou n'importe quoi, si tu vas voir ton CFO, tu lui dis, il me faut 17 filiales, il faut consolider, faire les intercos, les machins, c'est un bordel sans nom. C'est la manière rapide de scaler à travers plusieurs pays en parallèle. Ouais. Et il y a une limite un certain nombre de salariés qu'on n'a pas le droit de dépasser? Il faudra demander à un avocat compétent, j'en sais rien, mais je l'ai vu le faire jusqu'à 3, 4, 5 employés. Après, quand tu deviens plus gros, il te faut une structure parce que tu as des histoires de TVA, et ainsi de suite. Mais pour démarrer, il n'y a pas besoin de monter une structure en Allemagne. Ok, super. Bon, top. Peut-être Raphaël peut nous éclairer sur ça tout à l'heure. Ou tout de suite?
excusez-moi, je voudrais juste dire un truc. Pour nous, notre expérience, alors je ne sais pas si c'était dû à Corona, mais la création de la GmbH, ça a été long pour nous. Et je ne pensais pas que ça serait si long, en fait. Et en fait, ce n'est pas, c'est pas les avocats. Les avocats, eux, tout ce qui était contrat, voilà, le mise à jour de l'impressum, des TNC, etc., ça, il n'y avait pas de souci. Mais c'était surtout pour la création de la structure, l'entité légale, plus le VAT ID, la TVA, où ça a duré beaucoup plus que ce qu'on pensait en fait. On a dû travailler avec un système intermédiaire pour faire des contrats allemands. Enfin, alors je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais il faut le prévoir du coup quand on recrute. En fait, ça a eu un impact sur les contrats d'employés, sur les contrats aussi. C'était combien de temps du coup? Ça a été, ouais, ça a pris bien 4 ou 5 mois. Alors, normalement, il ne faut pas prévoir 4-5 mois, mais c'est ce qui est souvent le cas, qu'il manque des documents qui prouvent l'existence de la holding, de la société mère en France. Et ça doit être tout traduit et apostolisé par un notaire, ce qui peut être fait uniquement à l'ambassade ou en France ou en Allemagne chez les notaires. Et c'est ça d'avoir tout ça ensemble. C'est le comment ça dure souvent. Et après, c'est le numéro de TVA aussi qui dure à peu près 2 mois, 3 mois. Parce que le Finanzamt en Allemagne, il travaille vraiment très longtemps. Ok, oui, d'accord. Donc ça, c'est normal, ça prend toujours. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une personne que vous devez absolument éviter en Allemagne, ça s'appelle le notaire. Non, mais c'est d'un autre âge. Vous faites un tour de financement, vous arrivez avec vos 35 pages de documents. Cette personne va lire les 35 pages de documents que vous avez traduits, que vous lui avez donnés. Il va mettre un coup de tampon, mais tampon avec la cire, hein, c'est comme au Moyen-Âge. Et ça prend du temps. Il faut qu'il vérifie tout. Et si vous avez un business angel qui n'est pas en France, qui est à Casa Holding à Hong Kong, il faut que la personne aille à Hong Kong, qui récupère un tampon de la chambre de commerce. Enfin, c'est du Moyen-Âge. C'est pas, hop, on fait un document, un DocuSign, on fait les transferts. C'est du papier, du pouce-papier avec du tampon de manière originale avec des cachets de cire. Donc, si vous pouvez éviter le mot notaire dans toutes les discussions de s'implanter, évitez parce que vous perdez du temps, de l'énergie. C'est la frustration pour vos investisseurs, pour toutes les personnes qui bossent. C'est un des gros points noirs de l'Allemagne, sachez-le. L'administration et notamment les notaires. Après, ça peut aussi marcher très facilement si on crée une filiale en Allemagne qui appartient à 100% de la société mère et les documents sont préparés de la société mère. Ça dure 4 semaines. Et il y a ça aussi. Il n'y a pas que les exemples que mentionne Alex. Mais on sent la frustration. Ça parle de vécu. Ouais, d'accord. Bon, super. Bah, merci beaucoup. Après, ce qui est pareil, un élément super central, c'est quand on veut s'implanter quelque part, c'est de trouver les bonnes personnes à qui parler, donc de trouver le bon notaire qui est rapide. Et peut-être aussi d'autres partenaires ou structures d'accompagnement qui aident et qui facilitent justement toute cette phase d'implantation. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un peu quelque chose sur ça, Alexis, Sophie ou Raphaël? Comment on fait pour trouver les bons partenaires? Je ne veux pas parler des avocats et j'arrête sur les notaires. Le gros challenge, ça va être de trouver les employés. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du chômage en Allemagne, il n'y en a pas. Si vous voulez recruter un dev, c'est un profil technique qui parle allemand, c'est quasi mission impossible. C'est très, très dur. Donc, c'est vraiment se dire qu'il y a très peu il y a le plein emploi. Et tous les gens qui savent écrire texte sans faire de faute d'orthographe se font approcher par des headhunters quotidiennement ou toutes les semaines. Ça va être très, très dur. Et les Allemands sont, par culture, relativement risk-averse. Je ne sais plus comment on dit en français. Ce n'est pas une culture du risque. Ce n'est pas les Américains où on y va, on tente des choses. Donc, ils vont vouloir voir que la société est là, existe bien, éventuellement est bien enregistrée. Est-ce que je serai le premier? Quels seront mes rôles et responsabilités?
Et donc, il faut trouver quelqu'un avec un profil très entrepreneurial, parce que cette même personne va se faire approcher par Zalando, Delivery Hero et toutes les autres sociétés qui sont probablement beaucoup plus grosses, beaucoup mieux financées et qui ont moins de chances de mortalité pour l'emploi de la personne. Donc, la grosse bataille, ça va être les ressources humaines. Et là, moi, mon conseil, c'est si vous trouvez des profils bilingues, parce qu'il y a les deux cultures qui se mélangent, il y aura un attrait, c'est très, très bien. Et idéalement, des gens qui ont un profil entrepreneurial, parce que si vous mettez quelqu'un qui a juste travaillé dans une structure cadrée, vous le mettez un peu tout seul comme premier employé en Allemagne, ça va être très compliqué. Oui, effectivement, c'est toujours le problème, surtout quand c'est le tout début et il n'y a pas encore toute la structure qui s'est montée autour. Ouais. Ouais, effectivement. Bah, la partie recrutement, Sophie, comment tu as fait pour trouver, parce que c'est dans le développement, c'est difficile, mais dans les sales, c'est un peu pareil. Comment tu as fait pour recruter tes premières personnes, Sophie? Bah, c'est sûr que c'est un gros enjeu. Enfin, tout ce qu'a dit Alexis, je confirme. Je pense que ce qui est très important déjà dès le départ, c'est de savoir déjà ce qu'on veut. Donc, OK, qu'est-ce qu'on a comme ressources? C'est quoi notre structure déjà en place? Qu'est-ce qui va être global? Qu'est-ce qui va être local? Si local, comment est-ce qu'on va pouvoir coordonner les choses? Enfin, je pense que c'est important quand on ouvre un pays, en tout cas quand on a trouvé cette personne aussi qui va prendre cette responsabilité de développer, d'avoir déjà, de mettre une première vision d'équipe, une première structure cible d'équipe pour commencer. Là, je parle vraiment au moment où on s'est dit, OK, on ouvre et on construit une première équipe. Et dans cette équipe, après, c'est vraiment se poser la question, j'ai besoin de quel profil? J'ai besoin, quels vont être les rôles clés dont je vais avoir besoin au début? Quelle seniorité? Voilà, moi, j'avais pris par exemple la décision, pour, mon équipe en Allemagne d'avoir, assez vite, des leads sur chaque équipe pour prévoir déjà pour apporter de la seniorité, des personnes qui vont avoir de la capacité de faire eux-mêmes au début et qui ont envie aussi de grandir dans un rôle de leader, mais qui vont aussi pouvoir en fait des vrais piliers pour moi pour scaler les équipes derrière et donc faire grandir les équipes parce que si on recrute que des juniors tout de suite, du coup ça veut dire que tous ces juniors ils vous reportent directement ou alors en tout cas c'est plus compliqué à gérer. Donc, je pense qu'il faut un certain niveau de seniorité. Après, nous, en plus, on est sur un milieu quand même complexe. On parlait d'enterprise, on parle à des grosses boîtes, type Volkswagen, etc. Donc, c'est des profils sales quand même qui sont bien expérimentés, en tout cas, qu'il nous faut aussi au départ pour comprendre ce marché, pour y rentrer, profiter de potentiels réseaux. Donc, il faut vraiment définir ce qu'on a besoin, en fait, en fonction du business model, en fonction de la priorité de la stratégie d'entrée. Et ensuite, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que il y a un préavis de 3 mois en Allemagne. Donc déjà, il n'y a pas, comme on disait, il n'y a pas trop de demandes, c'est plein emploi. Mais en plus, il y a un préavis de 3 mois. Donc en fait, déjà, c'est des rôles complexes à aller chercher. Mais en plus de ça, il faut quand même se dire que si on recrute une personne, il n'arrivera peut-être que 3 mois après. Donc tout ça, il faut le prévoir en fait. Sur le plan, il faut s'aligner aussi sur OK, ça va te donner quoi à la fin en top line, en revenu, enfin, qu'est-ce qui est vraiment réaliste en fait. Et pouvoir avoir aussi former l'équipe centrale globale qui n'a aucune connaissance de l'Allemagne. Il faut aussi les prendre avec nous dans ce projet en leur expliquant les spécificités du marché et les réalités du marché et comment on va pouvoir mettre tout ça en place d'une manière réaliste. Et voilà, donc ça, je pense que c'est des bonnes questions, en tout cas, à se poser. Et après aussi la question de est-ce que je veux des personnes sur place avec moi ou est-ce que je vais être ouvert au remote? Souvent, quand on scale au début une entreprise qui est encore au début, c'est pas forcément conseillé d'avoir une équipe full remote. Mais bon, après, il y a peut-être des modèles qui marchent, mais quand on construit au début, c'est vrai que pour avoir une cohésion d'équipe, c'est important peut-être d'être ensemble. Après, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui a pour nous été très important, c'était de construire une bonne machine de recrutement. Donc, qui est-ce qui va recruter? Bien briefer ces personnes une fois qu'on a défini le plan et ses profils. Quels sont les profils? Comment ils doivent pitcher, comment ils doivent pitcher les jobs. Enfin, ces recruteurs, il faut qu'ils soient hyper forts, en fait. C'est des vendeurs, en fait. Donc, il faut qu'ils représentent super bien la boîte. Il faut qu'il y ait un process de recrutement qui soit super bien cadré, processé. Nous,
on a vraiment mis en place une excellence de recrutement. Et je pense que ça a payé parce que cette année, on a vraiment eu 0 offre rejetée de toutes les offres qu'on a faites. Et on a eu beaucoup de retours positifs sur notre process de recrutement, même s'il était long. Parce que souvent, on se dit, ah, mais en fait, il faut qu'on soit super court, super rapide parce qu'ils ont plein d'offres et tout. Oui et non, en fait. Ça dépend des profils et tout, mais ça dépend aussi de comment est-ce qu'on va… Ils analysent aussi, ces candidats, quelle boîte on est, quelle culture, quel mindset, c'est quoi vraiment au-delà du job, en fait. Au-delà du job, surtout quand on joint une équipe qui va croître et sur lequel il y a des opportunités de croissance. Enfin, c'est rentrer les profils qu'on va chercher dans une construction de boîte, c'est pas du tout la même chose que les profils qu'on va chercher quand on est déjà bien avancé, avec une équipe déjà de 100 personnes. C'est différent. Les gens qu'on recrute chez Doctolib maintenant en Allemagne, ça n'a rien à voir avec les profils des débuts. Ouais, bien sûr. Bah, oui, surtout. Ouais. C'est vraiment la phase où on vend l'entreprise et en même temps, il faut montrer bien que qu'on est capable de donner cette sécurité qu'ils cherchent. Parce que quand ils rejoignent une startup avec un certain risque derrière, il faut bien les rassurer et leur montrer qu'ils sont dans le bon bateau. Ouais. Super, ok. Et Alexis, pour le recrutement, donc à part les difficultés, tu as fait appel à justement à des cabinets de recrutement ou comment tu as géré tes recrutements? En fait, ça dépend énormément des postes. Là aujourd'hui, nous, on recrute essentiellement des profils tech, donc c'est facile. Et pour la vente, on n'a pas besoin de vendeurs allemands. Ce qui est facile parce que vendeur et allemand, c'est un peu un oxymore parfois. C'est très, très dur à trouver. Donc, non, nous sur les profils commerciaux, les anglophones, on en trouve plein, qui ne sont pas allemands, hein, qui sont libanais, espagnols, brésiliens, peu importe. Recruter en Allemagne, ça va au début surtout se faire par le réseau. Des headhunters, il y en a plein. Il y a, comme partout, il y a du très bon et il y a du très, 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 très mauvais. Et toute la palette entre les deux. Moi, mon conseil, ce serait au début pour les entrepreneurs ou les responsables de boîtes qui veulent venir s'implanter en Allemagne, de faire quelques conférences, de faire quelques events, de venir passer 3 jours et s'enchaîner café, bière, rencontrer du monde et faire du contact. Ce n'est pas tout de suite dans le but de recruter, mais c'est commencer à se construire son réseau, le faire en 2-3 voyages pour comprendre un peu comment ça marche. Alors, il y a des questions toutes bêtes. Berlin, Munich, Hambourg. Je me mets où? Question toute bête, parce que ce n'est pas les mêmes profils que vous verrez dans les différentes villes. De commencer à apprendre en faisant du contact. Et derrière, au moment où la société se lance, il y a déjà un petit réseau qui va pouvoir dire, tiens, j'ai entendu que, j'en sais rien, Hans vient de quitter son boulot et ça pourrait t'intéresser, je te mets en relation. Et vraiment y aller comme ça. Ça se fait, le recrutement en early stage, dans les startups, ça se fait énormément par réseau. Ça part aussi d'une certaine curiosité que je pense qui est absolument essentielle quand on veut développer un pays. C'est d'essayer de se frotter un peu à la culture, d'essayer de comprendre, d'essayer de vraiment rentrer dedans et ne pas rester trop distant ou avoir l'impression voilà, on veut y aller pour le business, oui, c'est évident, mais il faut que ça aille un peu au-delà parce que sinon, on va très vite se heurter en fait à une certaine… les gens vont être beaucoup plus fermés que quand moi, je suis très ouvert et très, très curieux et intéressé à comprendre comment ça fonctionne. Ouais, effectivement. Raphaël, est-ce que tu peux peut-être juste nous faire un point rapide sur la partie salariale? Parce qu'il me semble, quand on a préparé ce webinaire, tu disais que oui, effectivement, c'est pas le même salaire, mais à la fin, l'impression trompe, c'est pas si différent que ça. Ah, j'ai dit ça. Oui. Akassi. Nous, comme notre cabinet, on a embauché les premiers Français début de l'année. Ça m'a étonné comment c'est différent entre la France et l'Allemagne encore. Mais de le dire plutôt en général, les salaires, comme Alexis l'a dit aussi déjà, c'est pas seulement difficile de trouver des développeurs, des sales managers en Allemagne. Mais les salaires sont plus élevés à Berlin qu'en France. Ça a l'impression
que j'ai au moins quand nos clients français nous contactent et cherchent des country managers qui sont étonnés combien ça coûte en Allemagne. Après, la structure des salaires en Allemagne, c'est hyper compliqué, mais c'est pareil en France. Et je crois que ça ne donne pas beaucoup de sens de rentrer trop dans les détails. Assurance santé, assurance retraite et tout ça. Ça, c'est géré par les experts comptables, les Lohnbuchhalter, qui calculent les salaires de fin de chaque mois pour nos clients et qui nous envoie un PDF avec tous un Excel avec tout ce qu'il y a à payer. Mais c'est pas trop différent, si j'ai dit ça dans notre dernier conseil. Juridiquement, les détails sont différents, mais une partie du salaire est payée par l'employé à l'assurance retraite, une autre partie à l'assurance santé, prévoyance, tout ça. C'est un peu différent, mais ça se ressemble à la fin. Ouais. Bah, en fait, de mémoire, c'était aussi que la répartition des charges salariales et en fait, de l'employeur et employé n'est pas pareille. Et donc, on a l'impression que le salaire est plus élevé, mais au final, quand on regarde le total, en fait, on s'y retrouve à peu près. Exactement. Le coût total employeur est le même. C'est juste la répartition différente. Pour prendre un exemple vraiment à la grosse, et pas que des bons chiffres, un Français qui gagnera 80 000 euros par an coûtera à la société, je dis n'importe quoi, 120 000. Un Allemand, lui, va demander 100 000 et coûtera à la société 120 000. C'est juste qu'il y a des… c'est pas aussi gros que ça, le gap, mais c'est juste que quand un Allemand vous donne le salaire auquel il s'attend, il ne faut pas le mettre dans le référentiel français, il faut calculer le coût total employeur, je vais y arriver. Et c'est ça, et c'est grosso modo les mêmes ordres de grandeur. Exactement, c'était ça. Ok, bon, parfait. Merci. Super. Peut-être, ouais, peut-être avant peut-être on va parler un peu accompagnement et financement. Est-ce que, Pauline, tu peux peut-être nous parler un peu de comment vous accompagnez les entreprises et qu'est-ce que vous leur proposez pour faciliter leur implantation en Allemagne? Exactement, merci Stéphanie. Alors, donc Business France est implanté dans plus de 60 pays et ici en Allemagne, donc on aide les entreprises à se développer. Très concrètement, donc nous sommes une équipe qui est toute germanophone. Donc on accompagne l'entreprise française à travers des missions de prospection où clairement on approche les entreprises allemandes validées avec les entreprises françaises au téléphone pour présenter leur activité, tester l'intérêt, tester l'offre de l'entreprise, si elle est adaptée au marché, et ensuite, s'il y a un intérêt auprès des potentiels clients allemands, on les met en relation. Donc ça, c'est vraiment pour les missions de prospection. Bien sûr, on réalise aussi des études de positionnement, des études de marché sur l'analyse en fait d'une marché avant une implantation pour tester le marché, pour savoir s'il y a vraiment une opportunité ou pas. Donc ça, c'est vraiment en amont de ce lancement sur le marché. Et puis, bien sûr, la troisième couche, la troisième activité de Business France, c'est l'accompagnement d'entreprises, donc de délégations d'entreprises. Donc ça peut aller de 8 à 15 ou à 30 entreprises, donc tant sur des salons, donc des pavillons France. Par exemple, en Allemagne, dans le secteur tech et services, on est présent à l'IFA Berlin, on est présent à Euroshop, qui est l'un des plus gros salons du retail en Europe. Voilà, on est présent sur Expo Real. On couvre vraiment tous les secteurs de la tech en accompagnant des délégations et organiser des rendez-vous directement avec des acteurs locaux. Donc, quatrième couche, on a un programme d'accélération qui s'appelle Impact Germany. Et en fait, c'est un programme d'accélération de 8 mois. C'est le plus gros programme vraiment sur la durée, donc qui a 3 objectifs. Le premier, c'est d'aider des entreprises, donc une dizaine d'entreprises sélectionnées
dans ce programme qui candidate. Le premier objectif de ce programme, c'est aider les entreprises à se germaniser, donc à comprendre vraiment l'écosystème local, comment devenir plus allemand, comme Alexis le disait, voilà, vraiment devenir allemand en fait pour mieux se développer et s'implanter en Allemagne et sortir en fait de ce mindset français là où c'est très différent. L'Allemagne est très différente de la culture des affaires en France. Le deuxième objectif, c'est étendre son réseau franco-allemand local. Et le troisième objectif, c'est bénéficier du soutien de notre équipe de Business France dans l'accompagnement et la prospection de prospects locaux. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être aussi de la partie financement? Est-ce que vous aidez aussi pour le financement? Est-ce que, voilà, ou est-ce que vous avez des contacts avec des financeurs privés, peut-être que vous pourriez, voilà, vous pouvez faire des mises en relation? Bien sûr, alors Business France est part de la Team France Export. Je ne sais pas si ce mot vous est familier, mais en fait, c'est le conglomérat de Business France, donc, et en France et dans le monde entier, BPI France, qui est la banque d'investissement de l'État français, et ensuite les chambres de commerce. Donc, ensemble, on forme la Team France Export. C'est un accélérateur d'entreprises françaises à l'étranger où BPI France propose des offres de financement à travers, par exemple, l'assurance prospection, l'assurance prospection, où en fait, voilà, vous montez un projet, BPI France vous finance. Si le projet marche à l'étranger, auquel cas, voilà, vous avez des avantages très intéressants avec BPI France. Si ça ne marche pas, auquel cas, vous ne remboursez pas ce prêt qui est financé. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, je pourrais vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs chez BPI sur ces questions de financement. Et puis ensuite, pour les autres entités sur la partie financement, alors on est aussi en contact avec des VC investors basés et en France et en Allemagne, donc franco-allemands, qui peuvent aussi vous aider sur tout ce qui est levée de fonds, investissement, etc. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alexis, peut-être, tu peux peut-être nous parler aussi un peu de cette partie investissement, financement des filiales. Alors, on avait parlé en préparant ce webinaire. On voit encore beaucoup de startups en disant voilà, je vais ouvrir une filiale en Allemagne et le marché du VC allemand va s'ouvrir à moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un VC va investir là où est la propriété intellectuelle et la maison mère. Donc, le VC va investir, si la maison mère est en France, en France. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est la manière dont fonctionnent les fonds d'investissement. Ils ont une thèse d'investissement. Et typiquement, c'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne, ils reçoivent de l'argent public là-dessus. Les fonds en France ont tous de l'argent de la BPI, mais ils doivent investir en France. Donc, un fonds allemand va typiquement avoir un profil. On investit 80% de nos deals sont en Allemagne, le reste est en Europe, et on a 50% de B2B SaaS, on a 30% de marketplace, 10% de fintech. Donc, tout est quadrillé et ils n'ont pas des libertés de financement comme ils aiment bien le faire croire, à gauche, à droite. Donc, se dire, voilà, je vais ouvrir en Allemagne et puis je vais récupérer de l'argent de, j'en sais rien, des fonds allemands, ATGF, Capnamic, Speed, enfin, il y en a plein, ça ne marchera pas. Ça vous donnera un peu de visibilité, mais c'est à peu près tout. Et donc, allez chercher des VC français qui vont vous aider à l'international. Ne pas se dire, je vais prendre un VC allemand, il va rentrer à ma cap table, il va me résoudre tous mes problèmes. Ça ne se passera pas comme ça. Il ne faut pas rêver. D'où le choix des VC franco-allemands qui sont sensibles du coup au fait que vous allez développer une filiale en Allemagne. Il y en a des. Ouais, ils se comptent sur les doigts d'une main, voire de deux. Hein. Et alors, je ne sais pas s'il y a des VC dans la salle, mais la plupart disent oui, mais on est très hands-on, on va vous aider. Ils vont vous trouver le mail d'un avocat et c'est à peu près tout ce qu'ils vont être capables de faire. Ou retrouver peut-être, s'ils sont vraiment hands-on, quelqu'un dans leur réseau pour être votre premier employé, mais ça va. Enfin, c'est pas eux qui vont travailler pour vous, c'est à l'entrepreneur et aux gens qui font tourner le business de s'attaquer au marché allemand. Le VC ne va pas vous préparer. Vous fera éventuellement des intros, mais il va falloir se battre. C'est pareil pour tous les VC. Hein. Ça va être à vous de le faire. Il ne faut pas se croire que
J'ouvre une mini Houguet quelque part en Allemagne, d'un coup, je reçois des millions de financement d'un VC allemand et il me trouve mes 30 premiers employés. Non, malheureusement, ça n'existe pas. Très bien. Donc, il faut bien s'entourer en France avant de franchir le cap. Peut-être, ouais, est-ce que peut-être si on regarde un peu l'international, parce que si on est en Allemagne, on pense toujours, en fait, l'Allemagne, bon, Sophie, tu travailles aussi toute la partie d'art. Donc, dès qu'on est en Allemagne, l'approche des autres pays germanophones est beaucoup plus facile, donc l'Autriche et la Suisse, parce qu'après, ça s'arrête déjà, donc il n'y a pas tellement de pays germanophones. Et est-ce qu'on pourrait peut-être aussi imaginer que si on est bien implanté en Allemagne, est-ce que ça facilite aussi l'approche d'autres pays dans le nord de l'Europe? C'est une question qu'on peut se poser. Ouais, c'est effectivement une question qu'on se pose. Alexis, est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Oui, je me souviens plus d'expérience, mais rapidement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'Autriche, c'est plus petit que la Bavière, c'est plus petit que le Baden-Württemberg et c'est encore plus petit que Nordrhein-Westfalen, la région de Düsseldorf, Cologne, ainsi de suite. C'est petit, c'est comme se dire, bah, j'ouvre quelque chose en France, ça va me permettre d'attaquer la partie française de la Suisse. Enfin, l'Autriche, c'est vraiment petit, c'est encore plus compliqué. La Suisse, c'est une autre monnaie, c'est deux autres langues, et même le suisse-allemand, ce n'est pas vraiment de l'allemand. Ça va être un premier pas dans la bonne direction. Vous allez pouvoir avoir quelques opportunités qui vont se présenter. Encore une fois, ça dépend si vous êtes B2C, à qui vous vendez, B2C, Startup, SMB, Enterprise. Il y a des grosses différences, mais ça va être un point d'accès sur ces pays-là, mais ça ne va pas parce que vous avez une présence à Berlin ou Munich, ça ne va pas vous ouvrir très grand et très facilement les portes de la Suisse et de l'Allemagne. Et si on regarde les Nordiques, c'est des pays encore plus petits. Donc, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, c'est pas la même monnaie dans certains. C'est des habitudes de consommation complètement différentes, c'est des langues différentes. Oui, ce sera encore un pas dans cette direction-là, mais ça va aider la startup française à se défranciser ou s'internationaliser. Mais si vous voulez attaquer la Suède, qui est le plus gros marché des Nordiques, il va falloir aller à Stockholm, comprendre comment il fonctionne, parce que c'est encore différent. Oui, effectivement. Bon, merci beaucoup. Oui, c'est Parce qu'on avait fait un webinaire avec Singapour. Singapour, c'était une belle plateforme pour aller rayonner dans l'Asie, ce qui n'est donc pas forcément le cas pour l'Allemagne. Merci pour l'info. C'est pas le même contexte. Ouais, très bien. Ben, merci beaucoup. Je pense que le temps avance et j'aimerais bien qu'on garde un petit temps de questions-réponses pour la fin. Donc, je vous propose de faire un dernier tour de table avec tout le monde, où vous pouvez peut-être soit parler un peu des perspectives que vous voyez dans le contexte économique actuel ou aussi parler éventuellement des bonnes surprises que vous avez eues, des choses qui vous ont aidé beaucoup lors de votre implantation, ou aussi des choses qu'il faut éviter à faire. Un conseil. Je ne sais pas, en commençant peut-être, Raphaël, est-ce que tu veux bien commencer? Je veux bien commencer, oui. D'abord, un point que je voulais faire là sur c'est la carte de l'Allemagne que Pauline nous a montré au début de notre session, où on voyait la plupart de l'industrie allemande centralisée ou plutôt à l'ouest, région Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen et en Bavière au sud. Pour les startups, c'est ça ce que je voulais dire, c'est le contraire. Les startups en Allemagne, ils sont un peu partagés partout, mais la plupart, 80% des startups, j'exagère un peu, peut-être ils sont à Berlin. Et Berlin a l'écosystème le plus mature en termes de startups, en termes de talents, d'avocats spécialisés, d'experts comptables et d'une communauté large, bilingue et tout ce qu'il vous faut
quand vous vous implantez en Allemagne. Et on ne voit pas ça sur cette carte, parce que là, c'est des BMW et des Mercedes qui sont, et ça c'est vrai, plutôt au sud de l'Allemagne et à l'ouest. C'est la tradition, mais la nouvelle vie, la nouvelle tech de l'Allemagne se passe plutôt à Berlin, aussi un peu à Munich et à Hambourg, mais surtout à Berlin. C'est ça ce que je voulais dire sur cette carte. Après, merci pour ton soutien aussi, Alexis, sur les questions juridiques, mais n'avez pas peur des juristes, des notaires, ou pas trop peur en Allemagne, parce que en vrai, même avec toutes les différences entre l'Allemagne et la France, on est très proches des deux côtés du Rhin, et c'est pas impossible de s'implanter en Allemagne. Et j'espère que vous avez plutôt le courage d'essayer ça. Et c'est tous des obstacles qui existent, sont vrais, mais vous avez le soutien aussi de la French Tech à Munich, à Berlin, qui vous aide et accompagne avec les événements. Si, comme Alexis le disait, vous passez 2-3 jours en Allemagne, on vous aide. On est ravis de vous aider à trouver un réseau, à créer votre réseau dans les villes où on est présent. Top. Ouais, merci beaucoup. Donc, les French Tech sont là pour vous. Exactement. Pauline, je te laisse aussi. Merci. Je soutiens complètement ce que Raphaël Thomas nous a partagé. Donc, c'est vrai que Berlin a un très fort écosystème de start-up. Et donc, en termes d'implantation, ça peut être un bon choix en fonction de la cible de vos potentiels partenaires. Et puis aussi, pour des raisons économiques, voilà, pour être au plus proche de vos potentiels clients. Voilà, une des choses à ne pas faire en Allemagne, bien entendu, c'est improviser son implantation, et il ne faut pas hésiter à se faire conseiller par des professionnels. Voilà, donc il ne faut pas ignorer le marché, faire des études de marché. Il faut vraiment étudier, visiter des salons professionnels dans votre secteur d'activité pour pouvoir vraiment être sûr de votre droit chemin. N'hésitez pas à vous faire conseiller par des professionnels sur les aspects juridiques, sur les aspects fiscaux, avoir des retours d'expérience comme l'entreprise PlayPlay qui connaît un très beau développement en Allemagne. Donc voilà, n'improvisez pas votre préparation, n'improvisez pas votre implantation, et puis surtout ne vous découragez pas, même si l'Allemagne c'est vraiment un pays de long terme, et voilà, tenez bon. Top. Merci beaucoup. L'endurance. Évidemment, l'endurance quand on s'implante, c'est un peu ce qu'il faut avoir. Alexis, un dernier mot? Oui, 3 points pour moi. Ça restera un gros marché de par sa taille de population, son industrie, ainsi de suite. Ça va dépendre de vos produits, de ce que vous vendez. Mais c'est un gros marché qui va avoir des difficultés. La crise énergétique, l'Ukraine, ça va faire très mal en Allemagne. Donc, il y a plein d'économistes qui disent ne jamais ne pas profiter d'une crise. Donc, ça va ouvrir des opportunités. Le marché va beaucoup changer. Donc, ça va fermer des portes, mais ça va en ouvrir plein d'autres. Deuxième point, c'est un marché où si vous décidez d'être ici, soyez sérieux, ayez une stratégie, et des moyens financiers, et ayez du temps, parce que ça se passe pas vite. Et le troisième point, c'est l'erreur que j'ai vue, ça fait 12 ans que je suis ici maintenant, beaucoup de startups faire, c'est je monte sur la scène, je me tape très fort sur la poitrine, je raconte qu'on va conquérir l'Allemagne, et puis 12 mois après, on a eu 2 clients, c'est compliqué, je n'ai pas le temps, allez, je ferme, on va ouvrir l'Espagne. C'est un pays, c'est un gros marché, il faut prendre son temps. Et les Allemands vont regarder, ils vont contacter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ils vont regarder si vous êtes encore là, si vous êtes développé, si vous avez exécuté la promesse que vous avez faite quand vous étiez sur l'estrade à pitcher. Et si vous suivez tout ça, ils vont dire, OK, ils ne sont pas là, ce n'est pas un coup d'un soir, ils sont là pour durer, ils sont sérieux, je vais leur faire confiance, travaillons ensemble.
C'est vraiment dans la mentalité, c'est ce que disait Pauline avant, il faut être patient. Ouais, Ok. effectivement, je confirme. Bon, super. Sophie? Oui, je pense que beaucoup de choses ont été dites et résumées. Moi, je dirais que ce qui est, pour ajouter à ça, ce qui est pour moi vraiment important, c'est d'avoir la bonne première équipe. Donc, trouver les bonnes personnes. Si possible, voilà, qu'il y ait des personnes qui comprennent ou connaissent ou en tout cas ont du réseau et qui peuvent un peu faciliter justement cette entrée. Donc voilà, ça c'est pour moi et puis avoir une approche structurée, organisée comme ça a été dit, ça me paraît, très important. Il faut vraiment professionnaliser l'approche, heu, dès le début. Super. Bon, merci beaucoup. Merci à vous 4 pour votre partage. Et bon, Nila, tu as noté quelques questions? Oui, tout à fait. Première des questions, c'était pour Pauline. Est-ce que on peut partager ta présentation déjà? Et est-ce qu'il existe des initiatives transfrontalières que vous menez donc du coup en mode transfrontalier pour faciliter l'exploration d'opportunités d'affaires? Est-ce qu'il y a cet esprit frontalier? Bien sûr, alors, pas de problème, pour partager, la présentation, à nos auditeurs, d'aujourd'hui et ensuite, en tout ce qui est, initiative transfrontalière, peut-être que j'aurais besoin un peu plus de détails, hem par rapport à la question, mais alors, on aide bien sûr les entreprises françaises à se développer en Allemagne et avec plaisir pour échanger, hein, sur les opportunités existantes et sur les différents appels d'offres, voilà, sur les besoins d'entreprises allemandes en termes de technologie et de digitalisation, où nous, on a un réseau qui est, assez conséquent, et on est un vrai, levier pour les entreprises françaises qui souhaitent se décider et partir, pour l'Allemagne. Très bien. Je pourrais vous mettre en contact du coup avec Carlos qui a posé les questions et qui est justement en charge de l'attractivité du Pays Basque. Donc du coup, ça, pas de problème. Une autre question, c'était est-ce qu'une stratégie channel revendeur, est-ce que c'est une bonne possibilité pour commencer à vendre de façon programmatique en Allemagne? Si oui, avec quel type de partenaire? Et un super feedback. Merci pour ce webinaire d'excellente qualité. On prend. Je dirais que ça dépend du produit et des clients. Il y a des channel partners qu'on vend des enterprises, ça peut avoir du sens. C'est vraiment trop spécifique. C'est vendre de l'espace média, c'est vendre des SaaS pour entreprises de plus de 10 000 personnes, c'est vendre des robots pour les usines ou c'est vendre des chaussures en ligne. C'est malheureusement trop générique pour répondre en une minute. Il faudrait plus d'infos. Plus d'éléments. D'accord. Mm. Alors, bonjour. Alors, le secteur de la décoration est-il porteur en Allemagne? Si oui, quelles villes sont à cibler? Berlin, Munich, Hambourg, Cologne. Le secteur de la décoration, du design, j'imagine. Ouais, il faudrait savoir un peu plus. Ouais. Est-ce C'est que quel type de déco? Pauline, tu as des pistes pour Candice? Bien sûr, alors, si c'est la mode, si c'est la mode, les marques et cetera que vous ciblez, je dirais que la région, de Rennes-du-Nord-Westphalie est très adaptée de par la population qui est très dense, dans toute la région, hein. Donc, c'est plus de 18 villes qui comptent plus de 100 000 habitants. C'est du jamais vu, hein, en France, on n'a pas ça. Et après, bien sûr, l'écosystème de Berlin, hein, avec ses 3,7 millions de personnes, ça crée aussi une très grande demande dans le B2B2C. Donc voilà, c'est deux villes ou deux régions, je dirais, à analyser lorsque vous souhaitez vous implanter en Allemagne. Ok, c'était pour le design, donc ça tient la route. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut citer dans la mode slash design, on peut citer de très belles scale-up qui sont basées à Berlin. About You, notamment, si je ne me trompe pas. Donc, je pourrais vous envoyer un graphique sur les scale-up basés à Berlin. Ah bah oui, avec plaisir du coup. Ça peut être bien pour les mises en contact. Et après, c'est ce qu'on peut faire aussi avec Raphaël, voilà, qui pourrait nous aider à mettre en contact des startups entre elles s'il y a besoin.
notamment sur Berlin. Alexis doit nous quitter. Pas de souci, Alexis. On est dans le timing. Merci pour tout. Et bon courage à ceux qui veulent s'implanter en Allemagne. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter la French Tech Berlin ou la French Tech Munich. Ils sont là pour aider. Tout à fait. Merci beaucoup, Alexis. Bye. Merci. Des bons points de chute. Ouais. Ah voilà, donc il y a Pierre qui dit, Pierre de Singulart, qui dit preneur des scale-up à Berlin, en effet. Donc si tu as des cartographies dans ce sens-là, ça peut servir. J'enverrai du coup ta présentation aux inscrits. Question, s'il vous plaît. Yes? Ouais. Merci beaucoup pour les présentations. Moi, j'ai beaucoup de questions. J'ai noté beaucoup de choses. Donc, du coup, je me nomme Léna Lar et je suis en Allemagne. Je suis aussi en formation en hôtellerie. Je suis en 3e année. Donc, ma première question va à Madame Pauline. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'elle pense personnellement que la crise économique due à l'inflation et aussi le Covid ont changé les habitudes alimentaires et aussi industrielles ou bien de consommation des Allemands sur le plan d'acheter des choses en ligne ou bien sur le plan d'envoyer des lettres et autres? Là, est-ce que les Allemands qui sont un peu traditionnels, je peux dire par l'usage de la Poste, le DHL et le Deutsche Post, est-ce que c'est la crise économique et l'inflation ont changé leurs habitudes? Et aussi pour les autres intervenants, j'aimerais savoir quels sont les avantages pour les expatriés, que ce soit français ou d'autres pays, de créer une entreprise en Allemagne, que ce soit une GmbH ou bien le FAO, quels sont les avantages? Et aussi pour l'aspect culturel, comment est-ce que vous arrivez à adapter le côté de l'interculturalité? Parce que, comme vous avez dit, la France, c'est une autre mentalité, c'est une autre culture, et l'Allemagne, c'est le côté de l'entreprise aussi, c'est très différent. Donc, comment est-ce que vous arrivez à vous adapter dans ce côté? Est-ce que vous contactez des entreprises pour vous aider à mieux comprendre, à part les notaires ou bien les avocats? Et aussi pour le côté toujours de l'interculturalité, j'aimerais mettre un accent sur la langue. Est-ce que vous avez mis en place des cours de perfectionnement pour vos employés afin de mieux maîtriser l'allemand et de gagner beaucoup plus de marché? Merci beaucoup. 3-4 questions en une. Pauline, tu veux commencer peut-être? Avec plaisir. Donc, j'ai noté 2 points. De 1, c'est le changement de mentalité en Allemagne, et de 2, c'est les habitudes de consommation alimentaire en Allemagne. C'est bien ça, Léna? Oui. Pour le premier point, donc oui, hein, clairement, avec la crise du Covid, les Allemands ont changé leur, leur façon, du moins, de faire leurs courses, là où le secteur du quick commerce donc, a très fortement augmenté en Allemagne. Par exemple, on peut citer des acteurs comme Gorillaz qui commencent, qui sont déjà bien implantés en France, donc qui sont allemands, Flink, Get Faster. Donc c'est 3 acteurs dans le quick commerce qui vous livrent en fait directement vos courses du supermarché à la maison en moins de 30 minutes. Donc ça a vraiment révolutionné la façon de faire vos courses alimentaires en Allemagne. Et puis ensuite, les habitudes de consommation, je dirais que les Allemands sont très sensibles à l'environnement. Ils sont alors il y a peu à peu ce changement de mentalité par rapport à la consommation de viande par rapport à l'impact carbone que peut avoir les habitudes de consommation. Raphaël, je te laisserai aussi dire ce que tu en penses par rapport à ça, en étant allemand de souche. Mais voilà, pour l'instant, voilà, c'est les éléments que j'ai à te communiquer, Léna. Ok, très bien. Du coup, Pierre de Singular disait que justement, ils ont ouvert un magasin à Berlin. Donc, c'est une société qui est spécialisée dans l'art et dans l'art en ligne, notamment.
Donc, du coup, ils seraient très intéressés pour avoir des bons contacts de transporteurs et coursiers. Donc, Pauline qui en a cité, je pense que ça peut être intéressant d'échanger à part après. Donc, il y a une autre question. Bonjour, nous vendons déjà sur l'Allemagne via Amazon en B2B et nous voudrions développer d'autres channels. Est-ce que c'est possible justement d'attaquer le marché allemand via une plateforme, voilà, une marketplace comme Amazon et d'autres channels? Est-ce que vous avez des réponses par rapport à ça? Du côté juridique, c'est possible. Les juridiques, c'est possible. Ok, très bien. Il y avait d'autres questions du coup par rapport à l'ENA et l'interculturalité. Est-ce que vous avez des réponses du coup à apporter par rapport à ça? Est-ce que les cours voilà, de perfectionnement en allemand, c'est indispensable tout de suite ou ça peut venir dans le temps? Voilà. Moi, je peux répondre en partie à cette question. Je pense que ça dépend du business model et de la cible d'utilisateur. Pour nous, c'était un critère non négociable d'avoir des personnes qui parlent parfaitement allemand. Donc, on ne peut pas se permettre, et qui écrivent parfaitement allemand. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des personnes qui sont encore en train d'apprendre l'allemand. Parce qu'on parle à des équipes, des leaders marketing, communication, de boîtes allemandes. Donc, c'était... déjà, en plus, on travaille dans une boîte de communication, donc là-dessus, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs nous-mêmes. C'était important. Donc, sinon, des cours chez nous, dans notre entreprise, on en a. Vu qu'on est une boîte franco-allemande US, on donne des cours de perfectionnement d'anglais, des cours de perfectionnement de français pour ceux qui souhaitent, mais plus pour la collaboration dans la boîte, en fait. Et après, je pense qu'en effet, il y a des aspects culturels à prendre en compte. Ça fait partie aussi de l'analyse de marché, je pense, à prendre en compte et aussi sur le messaging marketing. Je pense que le message, la manière de communiquer sur le marketing en France, l'humour en France n'est pas forcément le même en Allemagne. Et donc, il faut peut-être travailler avec une équipe marketing interne ou externe qui va être allemande. Et en fait, il faut travailler, selon moi, et travailler avec des Allemands, en fait, experts dans leur domaine, que ce soit sales, marketing, etc., et qui vont pouvoir apporter cet aspect culturel, justement, adaptation culturelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on crée les équipes locales, malheureusement, qu'on doit faire ça, entre guillemets, parce que sinon, on ferait tout depuis la France, par exemple, et on se compliquerait pas. Ouais. J'aimerais bien juste rebondir sur cette partie un peu interculturelle. Sophie, comment ça s'est passé chez vous en interne? Parce que quand vous avez créé donc du coup la filiale allemande, vous aviez quand même besoin de faire comprendre peut-être un certain nombre de décisions à l'entreprise française. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait très facilement? Est-ce qu'il y avait des points de vigilance sur lesquels vous avez travaillé? Comment ça s'est passé? Bah, justement, en fait, moi, je sers à ça. Donc, en fait, je fais le pont, en fait. C'est mon rôle. Eux, ils connaissent rien. Ils parlent pas allemand, ils connaissent pas l'Allemagne. Limite, ils y sont jamais allés. Donc, en fait, eux, ils n'auraient jamais ouvert l'Allemagne s'ils n'avaient pas quelqu'un qui connaissait. Donc voilà, je pensais trouver cette première personne qui va aider à ouvrir. Ou alors, si on l'ouvre, en tout cas, avoir des gens ou de l'accompagnement externe qui va pouvoir vous guider là-dessus. Donc, il y a ce cabinet qui m'a aidé, par exemple. Ils auraient peut-être pu, s'ils le connaissaient, travailler avec ce cabinet qui leur aurait déjà donné des premières indications. Mais je pense que c'est un rôle aussi, voilà, de mon rôle de général manager est aussi d'apporter la connaissance de ce marché et puis d'expliquer les arguments du pourquoi, du comment et pourquoi c'est important de le faire. Voilà, après, ça va être challengé, j'explique, mais ou pas, en fait. Mais eux, ils sont preneurs de ça, en fait. Ils sont preneurs de recommandations parce qu'ils n'y connaissent rien. Ouais, super. Donc, c'est clé, en fait, d'avoir quand même des personnes en interne qui ont cette double culture qui permettent de faire le traducteur entre les deux C'est cultures. l'idéal, quoi. Alors, s'il y a la double culture, c'est génial, mais je ne sais pas s'il y en a tant que ça, en fait, des candidats comme ça. Peut-être, en tout cas, un Allemand qui va vouloir travailler avec la France. Et voilà, pour moi, c'est vrai que c'est l'avantage, c'est que je parle la langue du pays d'origine. Donc, c'est vrai que c'est facilitateur.
Après, l'autre possibilité, c'est d'envoyer une personne de l'équipe française dans le pays et de s'associer avec un Allemand et travailler avec, et voilà, et travailler vraiment avec, et de se focuser que sur le marché de l'Allemagne pour vraiment faire ce rôle de relais. Intéressant. Et après, sinon, comme je disais, on peut aussi, au début, quand on est petit, qu'on n'a pas trop de ressources, on peut aussi externaliser avec un accompagnement. Parfois, ça coûte moins cher, le temps de trouver la bonne personne, de commencer un accompagnement, comprendre le marché, etc., jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne, parce que ça peut prendre du temps quand même de trouver cette personne. Absolument, oui. Bon, Très bon super. conseil, le binôme. Si vous ne trouvez pas votre Sophie, vous pouvez aussi monter un binôme. C'est intéressant. Merci beaucoup. Je pense qu'on est dans le timing. Un grand merci. Il y a plus de questions sur le chat. Un grand merci du coup aux intervenants pour votre disponibilité, le temps que vous avez pris en amont pour préparer, pour nos échanges aussi. Et voilà, on vous retrouve donc bientôt. Puis on pourra échanger avec Alexis, puisque nous avons aussi créé un podcast pour que vous puissiez découvrir les beaux talents et les belles entreprises basques qui cartonnent et qui sont en croissance. Donc, vous avez aussi un podcast pour nous suivre et des vidéos sur YouTube sur ces mêmes entrepreneurs. Donc, un grand merci. L'invitation est lancée.